Alors Jean-Marc, la transition écologique pourra-t-elle se faire de façon démocratique? Et quelles seront les modalités de mise en œuvre et les besoins d'arbitrage? Alors le mot démocratie, c'est la planche pourrie par excellence. Je ne connais pas de mot plus piégeux que le mot démocratie. Si je peux me permettre, maintenant que j'ai franchi le demi-siècle depuis un certain temps, la manière dont je traduis un débat pas démocratique, expression que j'ai entendue un certain nombre de fois, c'est un débat, quelles que soient les formes dans lesquelles il a été mené, qui aboutit à une conclusion qui n'est pas la mienne. En général, un débat pas démocratique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, si j'essaye de faire de la philosophie à deux balles, ma définition de la démocratie, elle peut être soit très scolaire, c'est un système dans lequel les gens votent, voilà, un système démocratique. Mais à ce moment, la Russie est démocratique, les États-Unis, c'est démocratique. Alors, est-ce qu'on considère que les États-Unis, par exemple, c'est un pays dans lequel les courants d'opinion sont correctement représentés? Moi, je pense que non. C'est vraiment un pays dans lequel c'est le règne de l'argent roi. Hein, ça, pour le coup, je veux dire, les élections sont achetées par de l'argent, les campagnes coûtent une fortune. Une fois que les élus sont capturés par une partie de leurs électeurs fortunés, le système est indirect. Enfin bon, un milliard de travers dans ce pays. Et ça n'empêche absolument pas le pays, par ailleurs, d'être extrêmement violent et inégalitaire. Donc, la démocratie, on peut en avoir une vision un peu plus large, j'ai envie de dire. C'est un système dans lequel la consultation des gens qui vont être partie prenante derrière à l'action, elle est suffisamment importante pour qu'ensuite il n'y ait pas de frustration majeure et qu'on ait pu avancer en entendant toutes les personnes qui avaient voix au chapitre. Et alors, après, je vais vous donner un exemple. La Convention citoyenne pour le climat, pour moi, c'est un exercice de démocratie. Voilà, vous prenez des gens au sort, vous leur demandez un avis sur les choses qui seraient pertinentes. C'est un exercice de démocratie. Voilà. Donc, est-ce que la transition va se faire en étant démocratique? Alors moi, je ne suis pas un grand adepte du totalitarisme, donc j'espère bien que oui. Le risque, c'est que ça ne soit pas le cas. Et le risque, c'est que ça ne soit pas le cas avec deux écueils qu'il faut éviter. Le premier, c'est l'écueil de perdre trop de temps et qu'à ce moment, ce soit des chocs externes qui se chargent de réguler la situation, parce que quand une situation est hors d'équilibre, elle ne le reste pas indéfiniment. Or, actuellement, nous sommes hors d'équilibre, au sens physique du terme. Donc, de toute façon, la situation va se réguler. Et si on ne le fait pas de nous-mêmes, c'est des chocs externes qui vont s'en charger. Les chocs externes, c'est rarement des ferments de grande démocratie. L'histoire montre qu'en général, ou alors en tout cas, il y a un bain de sang avant, pas très pressé. Et il y a un deuxième écueil. L'écueil, c'est que, et ce que je vais vous dire n'est pas anticapitaliste par nature, mais c'est une perversion claire que l'on peut observer en ce moment. L'écueil, c'est que dans la crainte de voir un monde s'organiser avec moins, il y a une captation par ceux qui sont au pouvoir de la ressource résiduelle. Et ça, c'est une crainte réelle qu'il faut avoir et que moi, je peux observer dans l'exercice de mon métier, même si je suis dans une sale société capitaliste, je peux quand même observer ce genre de choses. Et je peux observer que c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Alors, je n'ai pas de martingale nécessairement contre ça aujourd'hui, mais c'est clair qu'il faut être très vigilant là-dessus et qu'il y a un vrai risque que la transition se fasse de manière inégalitaire parce que ceux qui l'organisent, c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir sont nécessairement proches de ceux qui ont des intérêts à défendre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, et encore une fois, je suis tout à fait capitaliste dans mon exercice de mon métier aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un gros warning sur ce danger-là, et qui, à mon avis, est aussi un danger très important. Donc, il y a un danger important si on transitionne, c'est celui-là, et il y a un danger important si on ne transitionne pas, qui est de se prendre tellement de coups dans la figure que la société dérivera de manière totalitaire. Mais pour en revenir à l'État-providence. L'État-providence, physiquement, c'est quoi? C'est la capacité d'un système productif global. Parce qu'avant de distribuer cette lunette, qu'on la donne, qu'on la vende pour un prix symbolique, peu importe. Il faut avoir sorti le pétrole, et il faut une raffinerie, et il faut un vapocraqueur, et il faut des usines chimiques. Sinon, on ne fait pas les lunettes, là. Donc il faut bien avoir produit pour que je puisse avoir les lunettes. Ça, c'est physiquement. Je ne parle pas d'économiquement. Physiquement, c'est absolument évident. Donc l'État-providence, c'est un système dans lequel les gens qui sont dits au travail, ils gèrent un tel parc de machines que ce parc de machines produit pour les propres besoins des gens qui sont dits au travail et pour les besoins des autres.
Donc avant l'énergie abondante et les machines abondantes, les gens qui faisaient pousser des légumes, les gens qui faisaient pousser des patates, les gens qui faisaient pousser du blé et les gens qui filaient la laine, ils n'étaient pas suffisamment productifs pour produire pour eux-mêmes plus une autre personne qui n'aurait rien fait, qui n'aurait pas participé aux tâches productives. Donc il y avait quelques parasites, les aristos, qui ne participaient pas aux tâches, voilà, ils ripaillaient et ils allaient à la chasse, mais ils n'étaient pas très nombreux physiquement. Et ils n'auraient pas pu être considérablement plus nombreux parce que la production de base, elle n'était pas très efficace. Bon. Arrivent les machines, et à ce moment, dans l'ère des machines, les gens qui sont dits au travail peuvent produire pour eux-mêmes, plus tous les gens qui sont en train de faire des études, plus tous les gens qui sont retraités, plus tous les gens qui sont sans emploi, plus tous les gens qui sont à l'hôpital, plus la construction de l'hôpital lui-même, etc. C'est suffisant, les gens qui sont au travail, pour produire tous les autres. Donc, est-ce que dans la transition écologique, on va garder ça ? En fait, pour le coup, c'est une question de répartition. Alors, dans un premier temps, la réponse peut être oui. Il faut juste que les gens qui sont dits actifs acceptent que dans une contraction physique de la production, eux-mêmes voient leur capacité, leur pouvoir d'achat physique se contracter. Parce que s'ils ne l'acceptent pas, ça se fait nécessairement au détriment des gens qui ne sont pas au travail. Physique, là, je parle de physique, je ne suis pas en train de parler d'argent, je suis en train de parler de physique. S'ils l'acceptent, voilà, donc s'ils acceptent d'avoir moins la capacité de s'acheter des pots de Nutella et des Kinder Bueno, ce sur quoi on devrait se mettre d'accord, ce n'est pas du tout ce que les gens font en ce moment. Je vous signale qu'en ce moment, l'inflation alimentaire touche la baisse des aliments sains, mais les achats de Coca-Cola et de Nutella, ils sont au même volume qu'avant. Donc ce n'est pas ce que les gens font. Après, il faudrait leur demander pourquoi. Quand les gens font quelque chose qui, à vous, vous paraît étonnant, la première chose à faire, c'est d'aller leur demander pourquoi, parce qu'ils ont sûrement de très bonnes raisons de le faire. Donc il faut le savoir. Et, et si on n'accepte pas ça, c'est-à-dire que si on a des gens qui se disent « nous qui sommes au travail, on se concentre sur nos avantages acquis, et donc on ne veut pas du tout être ceux qui auront moins physiquement, donc baisser notre pouvoir d'achat, en clair, dans un monde qui a globalement moins », à ce moment, c'est évident que les gens qui sont dits inactifs, ils auront moins beaucoup plus vite. C'est absolument évident. Donc la question de la solidarité, la question de la répartition dans un monde qui va avoir physiquement moins, parce que j'insiste, la transition écologique, qu'on la veuille ou qu'on ne la veuille pas, de toute façon, d'une certaine manière, on va la voir, c'est-à-dire que la baisse des ressources, on va la voir. Et la question dans cette affaire-là de la répartition, de l'équité, de la solidarité sont des questions qui sont des questions difficiles. Et là où on devrait se retrouver avec mon voisin de gauche, c'est qu'aujourd'hui, c'est des questions qui sont totalement sous-explorées par le monde académique et par les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on garde des systèmes solidaires, d'une certaine manière, c'est-à-dire où les gens s'entraident, chacun ne tire pas dans son coin et où on accepte de partager, non pas dans un monde qui a plus, parce que distribuer du rap de sucette, n'importe qui peut faire ça, même moi j'y arriverai, mais dans un monde dans lequel il y a moins. Et ça, c'est un cahier des charges qui est moins physiquement, j'insiste. Et ça, c'est un cahier des charges qui est, à mon avis, plus difficile. Voilà.